Amis auditeurs de Radio PDCI, RDA, Radio Jacques Roger Show et Radio Afrique 2050, bonsoir. Bienvenue à Sans Embâche, émission spéciale ce dimanche. Nous recevons un ami, un Ivoirien, très bien connu sur les réseaux sociaux, très engagé, un activiste qui a démontré sa passion pour la politique ivoirienne, sa passion pour l'Afrique, sa passion pour l'engagement qu'il a. Et nous sommes avec lui aujourd'hui pour qu'il nous partage ses opinions, pour qu'il nous partage sa connaissance de la politique ivoirienne, de la politique africaine. Et avec lui, nous allons discuter de plusieurs thèmes. Et nous recevons donc ce soir M. Kassoum Ouattara, qui aura l'occasion de se présenter lui-même à nos auditeurs. Je crois que c'est la première fois qu'il est avec nous. Non, c'est la deuxième ou la troisième fois déjà qu'il est avec nous sur Radio PDCI RDA. Aujourd'hui, il est un invité spécial et nous aurons l'occasion d'échanger avec lui pendant près d'une heure du temps. Alors, M. Kassoum Ouattara, bonsoir. Bonsoir, M. Emmanuel. Alors, merci d'avoir répondu. Je suis Kassoum Ouattara. Avant tout propos, avant de me présenter, si vous voulez, je ne suis pas un activiste comme on le fait parfois. Je suis un homme politique, mais à un moment donné, j'ai été, comme tous les autres, nous étions censurés, si vous voulez, sur toutes les chaînes, sur toutes les scènes politiques sur le plan international. Donc chacun a pu faire ce qu'il peut, chacun pouvait s'orienter à travers les réseaux sociaux, à travers tous les moyens étaient bons pour nous pour s'exprimer. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous continuons de faire. Donc bref, je ne suis pas un spécialiste comme on le fait courir parfois. Mais je me nomme Kassoum Ouattara, je suis né le 12 septembre 1968. Je suis né à Bondoukou. C'est une ville nord-est de la Côte d'Ivoire. Et je suis de cette ville. Et mon village qu'on appelle Siroudé, qui est un groupe de différentes personnes, de différentes tribus, n'est-ce pas, qu'on peut appeler les Akidom, qui sont d'origine, n'est-ce pas, à Caen, et qui sont n'est-ce pas, des arbres qu'on appelle les arbres Akidom. Alors, je peux que m'exprimer ici sans pour entrer en détail parce que j'ai été déjà victime, ma famille a été victime de beaucoup de choses, donc je n'ai pas envie d'entrer en détail pour m'exprimer par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais je suis un jeune Ivoirien appelé Kassoum Ouattara qui vit à Luxembourg depuis 31 ans. Alors, nous sommes... Je suis celui qui a créé ce mouvement qu'on appelle l'Action panafricaine pour la dignité. On va y arriver, on va y arriver, on va présenter la PDH. Okay. Mais déjà, il y a deux questions qui émergent par rapport à votre présentation et c'est assez intéressant. Oui. Premièrement, oui. Vous êtes à Bron, ou vous êtes Bron, disons. Vous n'êtes pas du Nord, oui. Parce qu'on vous a tantôt présenté comme étant au Djeneka, tantôt comme étant, bon, Djoula, c'est une mauvaise appellation, mais donc là, vous êtes de Bondoukou. Il faut que les gens, je suis fier et heureux de faire ce sujet-là est tabou. Quand je dis un sujet tabou, parce que en Côte d'Ivoire, à un moment donné, Monsieur Emmanuel, la politique a fait un faille. Parce que c'était focalisé sur des ethnies, sur des régions, sur des religions. Donc, dans la tête des gens qui pensent que un Bété ou bien un Agni ne peut pas avoir un nom qui vient du Nord, ou bien un
quelqu'un du Sud ne peut pas avoir un nom qui vient de l'Ouest. Mais ça, c'est dangereux. Quand on tient ces gens de propos politiquement, ou quand on a ces gens de pensée sur le camp politique, c'est qu'on ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un exemple. Moutaye Azoumana. Il est au MFA, qui était ministre du président Laurent Gbagbo, qui était ministre du président Alassane Dramane Ouattara. Mais lorsque vous attendez Moutaye Azoumana, tout de suite, vous faites allusion à un Djoula. Oui. Et beaucoup même pensent que c'est un Sénégalais. Mais certes, c'est un musulman, mais c'est un ami. C'est un ami. Les Ivoiriens doivent faire très attention. Et c'est pour ça que Kassim s'est levé trop tôt pour combattre cette façon de faire de la politique. Vous savez, on a aussi un nom comme Yaya Ouattara, le ministre Yaya Ouattara. Qui est de votre région. Justement. Et quand vous voyez le ministre Yaya Ouattara, beaucoup pensent que c'est un xénophobe. Beaucoup pensent que c'est un Djoula. Mais c'est un Boulongo. Il y a le ministre Amadou Ouattara qui était le ministre du président Henri Konan Bédié lorsqu'il était au pouvoir. Le ministre Amadou Ouattara, il vient d'un ancien, c'est pas un Djoula. Donc les gens connaissent pas notre pays. Et c'est pour cela qu'il faut combattre cette façon de nous manipuler et de nous faire, de nous entretenir pour rien pour les intérêts personnels des hommes politiques. Je vais dire, lorsque vous quittez dans le Grand Nord, vous arrivez chez les Agnis, Bini, les Agnis Bona, Agnis, Ano. Vous arrivez chez le Koulango et vous arrivez chez les Abrons. Mais messieurs, là-bas vous attendez que Ouattara, Koulibaly et Bamba. Est-ce que les Ivoiriens se posent des questions? Pourquoi ces gens-là, ils ne sont même pas des Djoula, la plupart ce sont des Akans, mais ils ont des noms qui viennent du Nord. Personne ne sait. Nous avons des alliances avec ces hommes. Et cela est daté de très longtemps. Nous avons un lien qui existe depuis de génération en génération. Mais je pense que les politiciens qui nous ont manipulés, ils ont fait croire aux gens. Si tu es un Ouattara, ça veut dire forcément que tu es Djoula. Ou soit tu dois être l'ennemi d'Agni. Mais pourtant, les Agni, ils sont aussi des Ouattara. Les Koulangos, ils sont aussi des Ouattara. Ils ont aussi des Ouattara. Les Abrons, ils ont aussi des Ouattara. Des Bamba, des Koulibaly. Bref, quand vous attendez Kamaraté, qui n'a rien à voir avec les Kamaratés qui viennent du Grand Nord, il faut que les gens comprennent. Et ce qui fait que ici, sur les réseaux sociaux, parfois vous attendez des gens qui disent c'est un Burkinabé. Je laisse dire. D'autres disent c'est un Guinéen. Je laisse dire. C'est une bande de noms qui l'ont envie de dire. Les gens ont été tellement manipulés, il ne faut même pas les voir pour apprendre l'histoire de leur propre peuple. Je suis un fils ivoirien et je suis un. Ok, très bien compris. Alors, nous allons parler brièvement de votre, pas brièvement, disons en détail de votre mouvement, l'APDH, qui fait des vagues. On entend de plus en plus parler de l'APDH. Alors, est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est une organisation politique qui se définit? Comment est-ce que vous la définissez? Et est-ce qu'on tend vers un parti politique? Parce que, voilà, l'UNG, aujourd'hui, est un parti politique qui est en train de concurrencer le Front populaire ivoirien. Est-ce que c'est vers cela qu'on tend? Comment est-ce que vous présentez l'APDH? Si. Alors, l'APDH, nous sommes clairs. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas du tout un parti politique. Nous sommes un mouvement politique. Et ce mouvement politique, c'est un mouvement panafricain. Comme quand vous regardez notre logo, vous voyez la carte de l'Afrique, qui veut dire l'Afrique. Il faut que tous les Africains comprennent ce jeu. Parce que quand vous voyez la carte de l'Afrique, vous voyez tout sur un coup de poing.
Mais ce n'est pas un coup de poing d'acteur. Ce point signifie l'union de tous les Africains qui se plantent au cœur de l'Afrique. L'union de toute l'Afrique. Et quand vous continuez, vous verrez autour de ça, c'est tout est rouge, qui veut dire l'urgence en Afrique. L'action panafricaine pour la dignité humaine, nous militons pour la dignité de l'homme humain. Nous militons pour tous les humains en Afrique. Nous prenons le message pour dire aux Africains que les frontières qui existent, ces frontières, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Donc si on veut vraiment évoluer, si on veut grandir, si on veut devenir des grandes nations, nous demandons qu'il y ait une véritable union africaine. Ça fait partie de nos revendications, ça fait partie de notre combat. Nous estimons qu'aujourd'hui, ce qui existe en tant qu'union africaine, ce n'est que quelqu'un qui dit non. Ce sont des institutions européennes installées en Afrique et qui jouent un rôle politique, mais qui cassent, n'est-ce pas, le véritable rôle qu'ils jouent sur le peuple africain. Nous disons que l'action panafricaine pour la dignité humaine, menons une politique pour notre dignité. Menons une politique pour notre avenir. Menons une politique pour éviter ce que nous vivons depuis des générations. Chers frères, je vais te dire la vérité. Il n'y a pas la politique en Afrique. C'est Kassoum qui le dit, et je suis prêt pour ça, devant n'importe quel politicien en Afrique. Il n'y a pas de la politique en Afrique. Il y a la manipulation en Afrique. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que même Laurent Gbagbo vous manipule, vous qui êtes un sympathisant de Laurent Gbagbo. Justement, je vais en venir si vous me laissez parler. Je vous laisse parler. Il n'y a pas de la politique en Afrique. Et je sais pourquoi vous dites ça, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de la politique en Afrique. Emmanuel, il n'y en a pas. Et je m'explique. Soit disant une indépendance politique. Vous et moi, nous sommes en train de parler. Vous êtes sûr qu'il y a une indépendance politique? Nous sommes indépendants, vraiment, vous croyez-vous? Non. Moi, je ne crois pas. Parce que je ne sais pas comment vous allez me présenter aujourd'hui l'indépendance des pays d'Afrique. Regardez, sans aller loin, ce qui se passe au Congo, la République démocratique du Congo. Voici un pays, une nation, des élections, où la Cour constitutionnelle désigne un candidat gagnant. Mais un candidat dit qu'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas lui le gagnant. C'est fou. Il n'y a que sur le continent africain qu'on voit des bêtises pareilles. Et c'est ça qui a détruit notre pays. Cheikh Katina, je vais te dire la vérité. Laurent Gbagbo est l'un de ceux qui ont voulu enseigner la politique en Afrique. Et c'est ça qui a causé tout le problème qu'il a aujourd'hui. Si vous voyez Gbagbo en prison, si vous voyez Gbagbo qui est en train de payer aujourd'hui dans ce pays, malgré tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qu'il est en train de subir comme une souffrance, c'est parce qu'il a voulu faire la grande politique. C'est-à-dire, lorsque vous voulez bâtir une maison, il faut forcément faire une fondation. Dans la politique de Gbagbo, il y a eu un combat. Or, quand on arrive, ce qu'on nous a laissé voir dans le passé, quand un homme arrive au pouvoir, il nous fait que c'est un président et il a abattu une nation. Mais Gbagbo arrive au pouvoir, il nous a professé des démonstrations de bâtir la nation ivoirienne dans les bling-bling politiques. Il mène un combat politique pour, n'est-ce pas, bâtir la nation. Ça veut dire que ce combat consiste à aller contre des accords que nous savons tous, des accords bilatéraux qui ont été signés juste après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, que nous savons très bien que ces accords nous empêchent d'évoluer, nous empêchent d'être véritablement indépendants. Voulant aller contre ces accords, c'est ce qu'il a mené là. Donc je ne peux pas associer Laurent Gbagbo à ceux qui font la politique manipulatrice. Oui, on va faire une pause. On va faire une pause à ce niveau et on va revenir. Juste une question. Okay. Juste une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, au moment où le président Houphouët-Boigny signait cet accord, dans les conditions post-indépendance dans lesquelles nous étions, il était nécessaire de signer ce genre d'accord parce que nous sortions de l'indépendance et que pour permettre à nos pays d'émerger ou de se développer, ne serait-ce que d'entamer un minimum de développement, il était nécessaire que nous restions dans les pattes de ces colonisateurs-là
par rapport au contexte de l'époque. Et puis après, comme lui-même Houphouët-Boigny l'a dit, quelqu'un ou bien les générations d'après mèneraient ce combat que le président Laurent Gbagbo est en train de mener. Donc, est-ce que le président Houphouët-Boigny n'a pas bien fait? Et puis maintenant, c'était à d'autres personnes, président Bédié, président Gbagbo, de mener le combat qu'il devait mener. Parce que là, vous êtes en train de dire que le président Houphouët-Boigny a mal fait de signer ces accords, mais est-ce qu'il n'a pas bien fait? Et puis c'était aux autres, de ceux qui venaient après, de mener le combat qu'il devait mener. C'est la question que je vous pose. Manuel, votre question n'est pas une question. Non, ce n'est pas une question. Ok. Vous avez donné une autre image à Mehdi. Vous avez transformé Mehdi. Et je vous ai laissé le temps de le faire. Je n'ai pas dit le nom de Houphouët-Boigny. Ok. Je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Je parle de la politique manipulatrice en Afrique. Et je dis en Afrique, il n'y a pas de la politique. Je n'ai pas dit le nom de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit Houphouët-Boigny. Mais comme nous sommes variés, moi j'ai pris un exemple. Sinon... Non, laissez-moi finir. Ok. Tout de suite, Houphouët-Boigny, vous voyez, c'est Eric Konadouzé, vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire, pourquoi? Vous voyez, c'est ça notre mal. Sortons de ce contexte, je parle de l'Afrique. Ok, d'accord. Lorsque nous n'allons pas faire l'effort pour comprendre que le combat africain, c'est un combat commun. Quand je parle de l'indépendance, frère, je ne dis pas que le temps de Houphouët-Boigny, c'est lui seul dans son combat qui a payé pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit clair. Il n'était pas seul. Et dans toute l'Afrique, c'est dans les mêmes périodes qu'ils ont donné l'indépendance à tout le monde. Ce n'est pas les combats. C'est les accords de Berlin. Vous devez le comprendre. Vous devez comprendre le partage de l'Afrique. Le partage comme les gâteaux. C'est ça qui a permis à ces gens-là de décider. Quand vous voyez, le moment que comment ça s'appelle l'autre, le général de Gaulle décide de laisser des États africains, des États francophones, donner cette image de l'indépendance, il n'a pas demandé l'avis au Houphouët-Boigny et il n'a pas tenu compte du combat de Houphouët-Boigny. Il a fait et il a donné ça à tout le monde. Ceux qui ont voulu sortir de ce contexte bien détaillé, bien élaboré, comme vous faites de vous pour se presser à l'époque, tout refuser, c'est des gens comme Olympio, c'est des gens comme Sékou Touré, c'est des gens comme Kwame Nkrumah. Mais nous connaissons la chute de ces gens-là. Dans cette politique de président Houphouët-Boigny, je n'en conviens pas. Parce qu'à l'époque, il fallait effectivement faire quelque chose comme ça pour permettre à la génération d'être formée pour pouvoir mener le combat qu'on doit mener aujourd'hui. Mais, attention, il ne faut pas que nous allons faire croire, si on me parle de la gestion de Houphouët-Boigny, qu'il a géré la Côte d'Ivoire, la manière qu'il a permis à la jeunesse d'être informée, d'être instruite, de comprendre les choses aujourd'hui, je dois ça. On doit tout ça là, Houphouët-Boigny, ça c'est une réalité. Mais pour dire, c'est un combat de fouet qui a fait que la Côte d'Ivoire est indépendante. Maintenant, j'ai dit non. Parce que c'est une période où tout le monde est indépendant. C'est comme quand on parle de multipartisme. Ça sera choquant. On dit c'est grâce au combat du président Laurent Gbagbo. Mais regardez le multipartisme. Ils ont donné ça à tous les États africains en même temps. C'est une décision française. Il faut que les gens comprennent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, bref, c'est pas ça le sujet. APDH, on revient à APDH. Voilà, donc on revient ici à APDH. Donc, l'action, ce sont des actes concrets qu'il faut poser. Il faut sortir de la manipulation politique. Frère, lorsque quelqu'un s'élève au Burkina Faso et puis il dit au Burkinabé, j'ai fait des métros, je fais des trams, je vais faire des avions, et pardon, je vais vous créer des aéroports ici, et je vais vous donner de l'eau potable. Mais quelqu'un qui vous fait son programme de gouvernement, son programme de société, si vous voulez, pour gouverner un pays, quand vous regardez le programme, même des pays européens ne peuvent pas le faire. Mais quand il faut ça, c'est par rapport à quoi? Quels sont les travaux clés sur lesquels lui veut gouverner? Il n'y en a pas. Vous voyez que tout est mensonge. Mais regardez notre politique aujourd'hui. Ouais. Quand je dis que ce n'est pas de la politique, c'est la sorcellerie. Mais il faut que les gens comprennent, c'est une réalité.
Quand vous voyez pourquoi la Côte d'Ivoire est plongée en guerre, comment on peut expliquer? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu quoi? Non, mais président, enfin, M. Kassoum Ouattara, on va pas, la critique, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Et surtout, les frères de la gauche sont très forts en critique. Nous, on veut connaître, on veut savoir ce que l'APDH propose. Donc, là, pour le moment, sur ce chapitre, nous voulons connaître l'APDH. Donc, quelles sont vos spécificités? Quelle est, vous, votre différence? Qu'est-ce que vous faites de différent de particulier? Par exemple, quelles sont vos actions? Quelles sont vos activités? Qu'est-ce qui vous différencie des autres mouvements? Par exemple, qu'est-ce qui vous différencie du COGEP, par exemple? D'accord, ben, je viens tout de suite. Mais il faut qu'après, on revienne surtout, il faut qu'on revienne aussi sur le point. Parce qu'il faut qu'on parle, quand vous parlez des critiques, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas au pouvoir, je n'ai jamais géré un pays. Donc, ce sont eux qui vont au pouvoir. Moi, je suis là, je vois les erreurs, il faut que je les dénonce. Ok. D'accord. Voilà. Maintenant, revenons à notre mouton. La PDS, Action panafricaine pour la dignité humaine, nous posons des actes. Nos actes, c'est de conscientiser les Africains. C'est de réveiller la conscience des Africains. Nous faisons un travail que le président Laurent Gbagbo a sémé. Ce sont des graines et nous allons les faire pousser dans toute l'Afrique. Nos actions, monsieur Katina, nous sommes aujourd'hui en Mauritanie, nous sommes en Tunisie, nous sommes au Togo, nous sommes en République démocratique de Congo, aux États-Unis, nous sommes partout. Ce sont des actions. Et ces actions consistent à quoi? Et là-bas, là-bas, vous êtes représenté par des Congolais, des Tunisiens ou même par des Ivoiriens? Ah, oui. Ah, ok. Mais justement, voilà pourquoi, quand vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, je suis surpris. Parce que notre mouvement ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. C'est ça la différence entre nous et le COGEP. Parce que le COGEP, c'est un parti politique qui milite, qui veut le pouvoir, qui a un programme de société et qui veut le pouvoir d'État. Nous, on ne veut pas le pouvoir d'État. Nous, on n'a pas un programme de société. Mais nous avons un programme que nous savons tous, y compris les partis politiques, que c'est la seule façon de bâtir une nation. Et ils le savent tous. C'est pour cela, l'action panafricaine pour la dignité humaine révèle la conscience de toutes les personnes, de tous ceux qui sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour nous. C'est partout. Quand on parle des actions, nos actions, c'est d'enseigner. Nos actions, c'est de réveiller la conscience des gens. Nos actions, c'est d'enseigner notre histoire, l'histoire de l'Afrique. Lorsque nous avons commencé, vous avez dit quelque chose qui est très, très, très important. Les gens pensent que c'est un Dioula qui vient de Bobo Dioulasso, parce qu'ils s'appellent Kassoum Ouattara, mais parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire même de leur propre pays. Écoutez les gens sur les réseaux sociaux. Quand vous les écoutez, les jeunes gens, mais qui sont allés à l'école, beaucoup sont des étudiants, vous comprenez qu'ils n'ont rien compris de leur pays. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas qu'il y a des noms comme ça que vous allez me Congo. Ils ne savent même pas qu'il y a des Yahoo au Burkina Faso. Ils ne savent pas. Donc, ce sont des choses qu'il faut enseigner à l'Africain. Parce que ces petites choses-là, les politiciens passent par là pour nous manipuler et pour nous faire entretuer, pour nous déstabiliser. Et il faut enseigner cela. Ce sont ces actes-là que nous posons. Nous posons des actes pour dire aux non-planteurs qui sont dans l'implantation. Monsieur, quand vous vous levez le matin, vous allez au champ. Eux que vous travaillez. Parfois, vous n'avez même pas de l'argent. C'est vous. Vous allez prendre des crédits pour payer des ouvriers pour faire des travaux pour vous. Mais quand on finit, l'année arrive de récolte, vous récoltez votre cacao et EVA. Vous êtes incapable de payer vos ouvriers. Mais il faut que vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le planteur ne sait pas où va son cacao. Il ne sait même pas où va son café. Il ne sait pas à quoi ça fait. On dit la nacate, on l'achète. Mais les gens s'en font pourquoi on l'achète. Pourquoi on l'amène. Et les gens sont dans une ignorance totale. Ils deviennent des personnes qui travaillent sans savoir pourquoi. Et ils coûtent derrière de l'argent depuis des générations en génération et ils ne trouvent pas et ils ne savent pas d'où viennent les erreurs. Il faut les expliquer. Il faut les expliquer. Il ne faut pas attendre le jour des campagnes présidentielles pour aller dire votez-moi, moi je vais venir acheter votre cacao à 1000 francs, à 2000 francs. C'est des mentales qui font ce genre de choses. Il faut le dire. C'est ça que j'appelle la manipulation totale. Il faut expliquer au peuple de Côte d'Ivoire, il faut expliquer au peuple ghanéen, au peuple togolais,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils souffrent autant? Quand je prends un jeune de Nigeria et je lui pose la question pourquoi il y a eu la guerre au Biafra, il ne saura pas vous expliquer, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut leur dire, c'est une guerre, ce n'est pas une guerre nigérienne. C'est la société totale et la société Shell. Pour les buter, ils étaient obligés d'aller combat interne, d'armer des individus sur leur propre pays et puis s'entretuer. Il faut leur expliquer. Il faut expliquer pourquoi il y a eu des guerres en Centrafrique à plusieurs reprises. Il faut leur expliquer comment c'est fait que quelqu'un de son sommeil à Paris. On vient les réveiller, on les met dans un avion, ils se retrouvent dans la capitale de Centrafrique en pyjama, et puis on dit le président. Il faut leur expliquer pourquoi ça se passait comme ça. Il faut expliquer comment ça fait que Bokassa a mis des milliards à l'époque pour se dilapider l'argent de ce peuple. Or, il n'y a même pas d'école ni hôpital dans ce pays. Il faut leur expliquer pourquoi. Tant que nous ne comprenons pas, nous avons un vaste terrain, nous autres. L'enseignement élevé que nous voulons faire, nous avons assez à faire, beaucoup à faire. Mais nous sommes conscients et nous croyons que nous allons y arriver. Maintenant, il faut expliquer pourquoi Bambo Balora au pouvoir, je venais écouter 1200 francs CFA, 1500 francs CFA. Le jour que Laurent Gbagbo est tombé, l'endemain c'est devenu 200 francs CFA. Est-ce qu'il est pris en test? Il faut lui expliquer, ou vous le savez. Est-ce que vous l'avez expliqué? Mais c'est nous. Nous, c'est notre devoir aujourd'hui de le faire. Il faut qu'on leur explique. Est-ce que le PDCI explique? Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques expliquent au président pourquoi les produits achetés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que si je vous ai compris, monsieur Kassoum Ouattara, ça veut dire que on peut être membre de APDH et être militant du RDR, par exemple. Pardon? Ça veut dire qu'on peut être membre de APDH et être militant du RDR, par exemple. Ou du PDCI. Justement, on peut être de n'importe quel parti politique pour être militant de APDH. Et c'est pour cela que je vous ai dit, c'est action panafricaine, c'est un mouvement panafricain. C'est un mouvement panafricain, ce n'est pas un mouvement enfermé, ce n'est pas un cercle, ce n'est pas un mouvement où on va se retrouver, nous, voici nos doctrines, les autres ne doivent pas venir avec nous, c'est nous qui sommes les meilleurs, et puis on s'insulte. Ce n'est pas ça. Ici, c'est l'Afrique et c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que chacun sache ce qui se passe. Okay. On ne peut pas tous aussi nous, si je décide de tous exposer sur votre chaîne, je n'aurai plus rien à dire à tous ceux qui vont me rencontrer après. Donc, je ne vais pas entrer en détail, mais je donne des exemples pour que vous puissiez me comprendre. Il y a un travail de fond à faire sur l'Afrique. D'accord. Alors, frère, il faut expliquer. Comme nous le faisons, nous avons notre représentation en Tunisie, au Maroc, qui est en train de le faire. Ces jeunes gens qui sont en train de mourir dans l'eau, dans les têtes, ils ont un rêve, venir en Europe, vivre en Europe. Mais il y a une magie, un obstacle, il faut traverser la mer. Et ils meurent. Les ambassades sont là. Vous ne verrez aucun ambassade qui se représente. Vous ne verrez aucune ambassade qui se représente dans un pays pour dire oui, il y avait tel nombre de cadavres dans l'eau et nous voulons récupérer ces cadavres-là et les ramener chez nous. Ok. Les gens viennent, ils meurent dans l'eau. Excusez-moi, ça fait mal de le dire, mais c'est le mot, ils meurent comme des animaux. Les Européens se nourrissent aujourd'hui des cadavres de la jeunesse africaine. Mais c'est malheureux. Il faut expliquer pourquoi ce jeune-là se retrouve là. À qui la faute? Parce que ce jeune-là, il y en a qui sont les PDCI, il y en a qui sont les RPI, il y en a qui sont les RDR. Mais ils ne peuvent pas comprendre tous que c'est la politique qui a permis, parce qu'ils sont là aussi, la souffrance dans laquelle ils sont, c'est aussi la politique. Et il faut leur expliquer ça. Justement, monsieur Ouattara, on va aller thème par thème, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas tout expliquer aujourd'hui, sinon vous n'aurez pas grand-chose à dire. Allez-y. La PDH, c'est pour notre dignité. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons rien. Mais nous le faisons avec... nous demandons à toute la jeunesse africaine de s'intéresser à notre mouvement. Parce que dans la politique aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons constaté, nous avons fait constat de quelque chose. Nous avons constaté quelque chose. Le constat que nous avons fait, lorsque vous dites que vous êtes Doula,
on vous regarde un militant derrière. Lorsque vous dites que vous êtes petit, on vous regarde un militant de PDC, un pays. Lorsque vous dites que vous êtes à Caen, on vous regarde un militant du PDCI. Mais la politique, elle s'est faite avec des idées. On fait la politique par l'idéologie. Dès le moment que les acteurs principaux de la politique elle-même disent, moi je suis de telle ethnie. Donc comme moi je suis de telle ethnie, les autres là, ils ne veulent pas qu'il devienne président. Vous tenez des propos pareils, vous semez des graines qui déstabilisent des pays. Nous constatons ça, on doit ça au président Félix Houphouët-Boigny. De son vivant, on n'a vu personne qui parlait de l'ethnie en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tout est focalisé sur l'ethnie en Côte d'Ivoire. Chacun s'est revendiqué qu'il doit être je ne sais pas de quoi. Mais si chacun veut devenir président de son clan, qu'on fasse la Côte d'Ivoire à un état fédéral, chacun va diriger chez lui. Mais s'ils ne veulent pas, qu'ils arrêtent les manipulations pour nous opposer les uns contre les autres. Quand on veut venir au pouvoir, on vient pour le peuple, on ne vient pas pour sa région. Mais si vous voulez faire la politique pour vos régions, faisons la Côte d'Ivoire à l'état fédéral. Faisons la Côte d'Ivoire à l'état fédéral, chose qu'ils ne sont pas. Alors pourquoi ils nous manipulent? C'est pour vous dire, nous ne sommes pas dans cette politique. On ne peut pas dire je suis du Nord. On ne peut pas dire je suis du Sud. On ne peut pas dire je suis du Centre. C'est l'un de notre combat en Afrique. Toutes les guerres idiotes, stupides que nous avons vécues en Afrique, les politiciens sont passés par là. Ils nous manipulent d'une façon ethnique, régionaliste et religieuse. Il faut combattre ça, il faut mettre fin à ça. C'est ça aussi qui fait naître l'action panafricaine pour la dignité humaine. Ok, d'accord. Alors, il y a une question qui nous revient, hein, et je pense que notre émission, ce n'est pas une émission à polémique. Hein. On ne cherche pas à faire de nombreuses vues ou à avoir 10 000 vues, 100 000 vues. Ça, ce n'est pas notre objectif. Ça, c'est une émission pour des jeunes, pour des intellectuels ivoiriens, pour des gens qui veulent comprendre. Voilà. Et donc, mais c'est une question qui revient, qui est revenue lorsque nous préparions cette émission. Et nous voulons comprendre, nous voulons aider les gens à comprendre. Est-ce que, et ce sera la seule question un peu à polémique de cette émission, M. Kassoum Ouattara, est-ce que vous avez un problème avec M. Abel Naki? Si oui, expliquez-nous. Oui, on nous dit que je ne veux pas entrer dans les détails. Je vous donne l'occasion juste de dire s'il y a un problème, vous l'expliquez. S'il n'y a pas de problème, vous nous dites qu'il n'y a pas de problème, nous on avance. Est-ce qu'il y a un souci entre l'APDH et l'organisation de M. Abel Naki? Est-ce qu'il y a un problème entre Kassoum Ouattara et Abel Naki? Ok. Je serai clair, vous savez, je n'ai jamais été un menteur ni un manipulateur. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure, que je ne serai jamais un manipulateur dans la politique. Abel Naki est mon ami. Moi, Kassoum, Abel Naki est mon ami. Je n'ai jamais eu de problème avec Abel Naki. À moins que peut-être lui, il a des problèmes avec moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a longtemps, je n'ai pas vu Abel Naki. Mais vous venez me dire que moi, Kassoum Ouattara, j'ai un problème avec Abel Naki. Qu'on me le dise où et quand et pourquoi. À un moment donné, c'est un ami, on a travaillé ensemble. On a fait un long travail ensemble. Mais vous savez, les idées en politique, à un moment donné, vous pouvez ne pas vous comprendre et puis vous séparer. Donc, c'était notre cas. Mais moi, je soutiens la politique d'Abel. C'est comme je le disais il y a quelque temps. Abel Naki, moi, je ne vois pas quel problème est là. Il y a des gens qui disent qu'Abel Naki a trahi le combat, Abel Naki a vendu les gens, Abel Naki a... Non, frère, quand je vous dis qu'il y a la manipulation, il faut comprendre. Voici. Tu as bien fait de me poser cette question. Il y a quelque temps de cela, je vois une vidéo qui circule sur Facebook. On dit que oui, c'est Abel Naki qui a vendu Charles de Gaulle. Nous tous, on a suivi ça. Franchement, qui peut nous regarder que Abel Naki a vendu Charles de Gaulle? S'il y a des gens qui sont en train de creuser comment on appelle, des trous de confiance, où vous voulez, il y a des gens qui cherchent à mettre l'autre confiance en eux, mais c'est un problème. Moi, je n'ai aucun problème avec Abel Naki. Je connais un jeune qui se donnait dans cette lutte. Je l'ai vu arrêter, emprisonné à Paris. Je l'ai vu arrêter plusieurs fois, emprisonné à Paris. Abel Naki a souffert. Moi-même, je l'ai invité chez moi, il l'a mis en prison chez moi. Donc, de ceux qui étaient dans les salons, qui sont en train de crier sur les réseaux sociaux comme nous le faisons aujourd'hui, ce sont ceux qui ont dit à venir le combat. Mais les gens savent pas de combat à venir en Europe. Et quand ces gens
C'est vrai, moi j'ai des petits soucis avec lui. Mais pourquoi? Parce que c'est une problème idéologique qui n'a rien à voir avec un problème doctrinal, la façon de fonctionner, qui n'a rien à voir avec des problèmes de personnel. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Ce monsieur, lorsque vous l'accusez d'avoir fait un coup d'État, de vouloir faire un coup d'État sur le régime, qui le défendait? Vous avez qu'à dire ici qu'il avait défendu. Mais si le monsieur se lève, trouver des circuits, aller supplier les gens pour dire, ah, moi je ne suis pas là pour faire un coup d'État, vous dites pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti? En bon? Mais moi je ne peux pas militer pour des bêtises comme ça, monsieur. Au moment qu'on l'accusait, il est parti à Côte d'Ivoire là. À vous de vraiment Sangaré était là-bas. Pourquoi on ne l'a pas chassé? Je crois qu'on vous a compris, monsieur Kassoum. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour le défendre, ni pour faire ce loge, mais les bêtises qu'il raconte sur les gens pour détruire l'image, moi, je n'ai pas ça avec Adenaki. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes assez intéressants. Je voudrais qu'on parle du président Laurent Gbagbo et du procès qui est en cours. Je pense que vous avez fait beaucoup de vidéos qui ont été très suivies. Et je pense que chaque fois que vous prenez la parole, vous êtes très écoutés. Et j'aimerais que les militants du PDCIRDA qui sont nombreux sur cette chaîne puissent vous écouter aussi sur cette thématique-là. Alors, le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye en 2011. D'abord, j'aimerais savoir, avant 2011, M. Kassoum Ouattara, avant qu'il y ait cette crise, on ne vous connaissait pas assez. Où étiez-vous? Alors, vous savez, c'est une belle question, c'est vrai. Avant 2011, je n'étais pas connu sur le plan public. Le public, il ne me connaît pas. Voilà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, dès que vous vous mettez à parler, beaucoup vous regardent, beaucoup vous suivent. Mais avant 2010, et on n'avait pas tout ça. Mais j'étais dans le milieu de la lutte. J'étais dans le milieu de la lutte. J'étais celui qui militait, pour vous dire la vérité, pour les RPI. J'ai toujours été militant des RPI. Pour être franc, j'étais militant des RPI pendant qu'il y a eu l'alliance. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui a commencé la politique en 90. Avant 1990, par mon oncle, qui est l'un de grands militants, grand cadre du RPI, que je ne dis pas son nom ici, qui était en exil et qui retourne en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, qui m'a appris la politique à ce moment, les RPI n'étaient même pas connus officiellement. Donc, j'ai toujours été auprès de cet homme, qui m'a beaucoup enseigné la politique. Mais à l'époque, je peux être là à ma place. Mais vous comprenez, lorsque je suis arrivé en Europe ici, j'ai milité avec beaucoup de personnes. Quand vous allez parler des autres, bon, il peut peut-être ça peut ne pas plaire parce que, je sais pas, mais si vous demandez Zoku, avocat Zoku, il va vous dire, quand il me connaissait, vous n'était même pas au pouvoir. Mais c'est dans le milieu de la politique. Vous comprenez? Donc j'étais quelqu'un qui militait, tout doucement et simplement. Ben, lorsque la crise a touché la Côte d'Ivoire, il fallait prendre le taureau par les cornes. Et c'est ce que nous avons fait. Ok, d'accord. Et le COJEP, quelle est votre opinion? Quels sont vos rapports avec le COJEP? Quels sont vos rapports avec le COJEP? Qu'est-ce que vous en pensez? On a l'impression que vous prenez vos distances avec le COJEP. Quel est votre... Oui. Non, je ne prends pas de distance avec qui que ce soit, ni avec un parti politique. Mais Charles de Goudé, c'est un frère à moi. Il faut que les gens comprennent. Lorsque je l'ai rencontré 5 fois, et chaque fois que je le rencontre, on parle notre langue, on discute dans notre langue. Donc c'est un ami, c'est un frère. Ben, c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'étais même dans son cabinet. J'étais dans son cabinet à un moment donné. Mais comme je l'ai dit, avant de créer ce mouvement, je lui en ai parlé. Donc, je préférais être dans ce combat. Parce que être dans le combat dans lequel je suis aujourd'hui, ça me permet non seulement de militer pour les RPI, pour les PDCI, pour les RDN et pour tous les partis politiques. Je vais dire quoi par là? Il faut dire aux militants du PDCI
lorsqu'il voit quelqu'un qui veut être candidat aux élections présidentielles, il ne faut pas qu'il le suive par son nom ou parfois par un programme de société qu'il montre, or ce programme-là n'est pas réalisable. Comme quand vous voyez le président Ouattara en 90, excusez-moi, en 2010, qui disait que chaque 27 km, lui va faire l'université. Et quand vous verrez que lui va construire 5 universités en 5 ans, quelqu'un qui est bien intellectuel, qui est qui connaît des programmes de société des pays, on sait que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça. À moins que ça sera des écoles privées. Donc les investisseurs viendront de partout, mais ce n'est pas pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut le préciser. Parce que là, c'est facile, n'importe qui peut aller appeler parce que les investisseurs viennent chercher l'argent. N'importe qui peut venir construire une école. Mais quand vous dites, je vais faire 5 universités à un peuple, mais ils ont l'espoir. Les gens vous votent pour ça. Mais quand ils constatent que vous êtes incapable, ce sont l'ensemble de ces genres de choses qu'il faut enseigner. Ce n'est pas seulement le président Ouattara, c'est partout en Afrique, c'est partout en Côte d'Ivoire. On tient des propos et parfois on ne peut pas les réaliser. Mais ce n'est pas la peine de dire des choses comme ça. Et vous verrez également, regardez monsieur, quand vous voyez les programmes des Européens à ce qui concerne la politique, vous verrez que le système parfois, il faut à peu près, mais nous on dit des choses qu'on ne peut même pas faire. Parce que si ici, ils disent ces choses exagérées, ils seront déshabillés. Mais là-bas, il n'y a personne qui les déshabille. On les suit comme des moutons, alors qu'on nous manipule, on nous raconte des bêtises. Et puis on les suit tous. Et quand ça ne va pas, chacun se défend avec son ethnie. L'ethnie devient une armée pour sa politique. Mais à un moment donné, il faut mettre fin à toutes ces choses. Donc, bref, moi, personnellement, je milite avec mes amis, avec mes camarades, pour organiser cette nouvelle génération, pour les dire ce qu'il faut faire, pour les amener à comprendre beaucoup de choses, pour éviter. Parce que si au Rwanda, il y a eu la guerre civile et que ça n'a pas empêché le Libéria de faire la guerre civile, c'est parce que les Africains n'ont pas travaillé. Donc vous voulez dire si le Libéria n'a pas empêché le Rwanda, vous voulez dire? Pardon? Vous voulez dire si le Libéria n'a pas empêché le Rwanda? Il y a eu le Libéria d'abord. Non. Ah, ok. Parce que la guerre de Libéria, la guerre de Rwanda plutôt, s'il y a eu la guerre de Rwanda, et que cela n'a pas empêché la guerre de Libéria d'avoir... C'est parce que les Africains n'ont rien fait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Allô? Oui, allô? Ok. Est-ce que vous me voyez? On ne vous voit pas, mais on vous entend bien. Ah. Excusez-moi parce que... Voilà. Vous me voyez maintenant? On ne vous voit toujours pas. Allô? On ne vous voit toujours pas, mais on vous entend bien. Vous pouvez continuer de parler pendant que vous essayez de régler le problème. Sinon, on vous entend très bien. Non, je disais que si il y a eu une guerre au Rwanda, que ça n'a pas empêché la guerre de Libéria d'avoir lieu, c'est parce que les Africains n'ont rien fait. Si... Attendez. Voilà. Je pense que vous le voyez maintenant. C'est bon. Voilà. Donc, je disais que si il y a eu la guerre au Libéria, au Rwanda, et que cette guerre n'a pas empêché la guerre de Libéria, c'est que l'Afrique n'avait rien fait. Parce qu'ils n'ont pas éduqué, on n'a rien expliqué. Si la guerre de Libéria n'a pas empêché celle de Sierra Leone, c'est que nous, les Africains, on n'avait rien fait. Cela veut dire, lorsque la guerre arrive dans un pays, on dit c'est la guerre de Libéria, c'est la guerre de Rwanda,
c'est la guerre de Sicile. Mais il faut dire, ces guerres-là passent de pays en pays dans le même système, avec les mêmes armes et avec la même façon de faire des choses. Les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui animent, qui manipulent les gens depuis loin. Donc, il faut faire un travail sur ce plan-là. Ce serait un travail intellectuel très profond, mais je pense que c'est des choses même qu'aujourd'hui, on peut enseigner dans nos écoles. Mon frère, regarde la Côte d'Ivoire, entre toi et moi. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'urgence que l'Assemblée nationale prenne une loi? Le politicien qui parle au nom de sa politique, au nom de son ethnie, doit être pénalisé. Est-ce que ce n'est pas urgent de prendre une loi à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour dire aux politiciens qui parlent au nom de la religion doit être pénalisé? Est-ce que ce n'est pas urgent de prendre une loi à l'Assemblée nationale actuellement de dire celui qui parle au nom de sa région doit être pénalisé? Si, puisque notre guerre, les propos avancés, même si on sait que les manipulations sont loin, mais le mot utilisé, c'est ethnie, c'est religion et religieux. Religion plutôt. Et région. Alors, il faut trouver des mesures maintenant. Mais on assis là, on ne fait rien, chacun met le pouvoir en 2020. Justement, ok. Justement, ici 2020, vous préparez quoi? Qu'est-ce que ce qui nous arrivait en 2010 ne pourra pas nous arriver en 2020? Puisque nous n'avons rien fait. Chacun s'écampe sur son plan, son ethnie, son parti politique. Nous, Action panafricaine pour la dignité humaine, nous dépassons ça. Donc nous, on n'a aucun problème avec quelqu'un. Nous sommes au centre de tout ça et nous demandons à chacun de rejoindre notre camp pour qu'on puisse militer ensemble. Conscientiser l'Africain. Bref, voilà ce que nous faisons. Sinon, moi, je n'ai rien contre le ministre Charles Blé Goudé. Bon, ben, peut-être s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont un problème avec moi, moi, je ne sais pas. Je n'ai aucun problème avec lui. D'accord. Alors, pour clore ce chapitre hein, sur le ministre Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, on va parler, avant d'arriver à 2020, on va parler du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. J'aimerais bien avoir votre analyse de la situation actuelle. Hein. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés, mais ils sont maintenus en détention le temps que la procédure d'appel qui a été enclenchée par les procureurs puisse avoir une suite. Donc, quelle est votre position, vous, en tant que Kassoum Ouattara, et peut-être la position de l'APDH sur cette situation? Je sais que vous avez fait beaucoup de vidéos sur la libération du président Gbagbo. Vous avez combattu pour sa libération. Aujourd'hui, que cette situation est en train d'aboutir, quelle est votre position? Et j'aimerais profiter pour vous féliciter parce que vous avez quand même beaucoup combattu pour cette question. Nous, bon, féliciter d'abord, merci. Mais pour nous, Action panafricaine pour la dignité humaine, nous ne trouvons pas que c'est nécessaire de nous féliciter. Pour nous, c'est un devoir. C'est un devoir de voir un fils de notre pays qui est panafricain comme nous, voilà, enlevé sur le territoire de ses parents et l'amener dans le froid glacial de la haine. Et ça, c'est un devoir pour nous de mener ce combat pour qu'il puisse être libéré. Pour nous, cette page est close pour nous, en tout cas. On peut s'exprimer ici parce que nous avons bien compris. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé depuis le début de cette crise. Nous avons expliqué. On ne peut pas prendre quelqu'un pour l'envoyer devant une justice et puis vous le déposez là, sans document. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Mediapart. C'est-à-dire qu'on a amené Gbagbo dans la CPI avant de chercher les raisons pour lesquelles on l'a amené là-bas. Ça là, ça suffit même de le libérer. On n'a pas besoin de traîner. Parce que moi, quand j'envoie quelqu'un à la justice, j'ai déjà des preuves sur lesquelles je me base pour aller. Mais toi, tu déposes quelqu'un là-bas et puis tu n'as pas de documents, tu n'as rien, tu n'as pas de raisons valables sur lesquelles tu peux te baser pour l'amener. Ça, c'est déjà un problème. Quand on continue, on verra qu'à un moment donné, Bassounda, on lui demande d'aller chercher des preuves, qui était un échec. Ces preuves, il amène 80 personnes, 83 personnes. Nous avons assisté les témoignages de ces 83 personnes. Nous avons vu également les témoignages de ces 83 personnes. Ce n'est pas la peine, c'est un échec. On ne sait pas comment
et pourquoi ces personnes se retrouvent là-bas. Je me pose la question, est-ce qu'eux-mêmes, ils savent pourquoi on les a envoyés là-bas? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la CPI est en train de se ridiculiser. Il faut qu'on se dise des vérités. Pour nous, Action panafricaine pour la dignité humaine, APDACI, nous disons, nous voulons une justice comme la Cour pénale internationale. Nous voulons, et j'assume, une justice comme la Cour pénale internationale, mais qui ne joue pas les rôles que la Cour pénale internationale joue aujourd'hui. Je vais dire quoi par là? Il nous faut une justice. La justice internationale permettra de mettre de l'ordre dans ce monde. Parce que dans tous ces pays où il y a des guerres, où il y a des crimes, il y a des crimes horribles. On a vu ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, en Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Centrafrique et partout. Mais pour qu'il n'y aura plus de crimes, il faut une justice. Donc la naissance de la CPI, pour nous, c'était une joie. Mais malheureusement, nous constatons que la CPI, le rôle qu'il devrait jouer, ce n'est pas ce rôle-là qu'il joue. C'est ça qui est malheureux. Mais vous qui êtes panafricain, pourquoi vous ne proposez pas plutôt une justice africaine ou une cour africaine des droits de... Enfin, une cour pénale africaine ou quelque chose de ce genre, plutôt que de laisser une cour pénale internationale venir spolier les droits des Africains? Merci. Monsieur maintenant, le panafricanisme n'est pas sectoral. Le panafricanisme n'est pas sectoral. Le panafricanisme, c'est de promouvoir les idéaux africaines, l'intelligence africaine, la culture africaine, la philosophie africaine, la pensée africaine, les doctrines et l'idéologie africaine, la philosophie africaine. Donc, elle n'est pas sectorale. Mais quand vous me demandez de parler au nom d'une justice africaine, et si l'Américain vient bombarder là-bas, puisque lui ne fait pas partie de l'Afrique, vous faites quoi de lui? Non. Nous voulons faire partie de l'international. Nous ne fuyons pas l'international. Nous voulons faire partie de l'international. Mais nous voulons que les nous constatent tel qu'ils constatent tous les autres. C'est ça. Notre combat n'est pas dit de fuir les autres. Nous sommes sur une terre aujourd'hui que personne ne peut échapper à cette réalité. Alors, on ne peut pas proposer une justice africaine. Nous proposons une justice internationale, mais équitable, qui est capable d'interpeller Aliou Mari pourquoi il a bombardé la Côte d'Ivoire. Qui est capable d'interpeller Sarkozy pourquoi il a dit à tout prix Ouattara qui a gagné les élections en 2010 sans qu'il y ait de procès verbaux. Pour dire à George Bush pourquoi il a tué Saddam Hussein et pourquoi il a détruit, pourquoi il a fait plus de 2 millions de morts en Irak. Voilà les questions aujourd'hui réelles voilà là où il faut trouver une justice internationale, où il faut trouver une justice plutôt pour l'équilibre de notre planète. On ne va pas aller s'asseoir en Afrique pour dire nous on veut faire ça pour nous. Mais si la France va vous bombarder là-bas, regardez par exemple, quand vous quittez au Burkina Faso, si vous venez tuer un Ivoirien en tant que soldat, vous pouvez vous arrêter dessus. Mais quand les soldats français, en complicité avec l'armée rebelle du nord de l'époque, cassent la BCEAO, on ne va pas l'armée française interpeller devant une justice. Mais la BCEAO, l'armée française fait partie de ceux qui ont cassé cette justice, la BCEAO. Mais où ils étaient? Donc il nous faut une justice qui dépasse les frontières, une justice qui ne sera pas manipulée par les Occidentaux. Parce que cette justice dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est Gbagbo qui doit être là-bas? Je m'en dis, monsieur, comment on peut prendre un individu, on l'amène là-bas, or la personne s'est battue avec des autres personnes. Bref, je vais dire ici, la question, je ne vais pas l'éviter, je vais dire ici que aujourd'hui, nous, Action panafricaine pour la dignité humaine, nous sommes heureux. Nous sommes heureux pourquoi? Parce que nous savons que nous croyons que la CPI ne va pas se ridiculiser parce qu'elle a assez se fait remarquer dans ce genre
des choses. Et les gens regardent la CPI avec un œil où on dit c'est un coup impérialiste et un outil colonial. Et je pense que ça revient aujourd'hui aux autres de comprendre. Les juges, ce que j'ai remarqué à la CPI, vient de laver sa main comme ça. Il dit, bon, écoutez les gars, moi j'ai tout fait, votre type là, il est innocent. Débrouillez-vous avec lui, partez. Si vous voulez manger-le, moi je n'ai plus rien à voir. Voilà les exemples que les juges viennent de donner. Ils trouvent depuis 8 ans, on dit les gars est tué, il a brûlé, il a fait ceci. Le monsieur a souffert, alors il constate maintenant que ce n'est pas lui, le motif, il a lavé ses mains à un matin bonnet. Il dit prenez votre gars, moi je suis fatigué. Lorsqu'on se retrouve à la cour d'appel, eux qu'aujourd'hui ils repoussent au 1er février. Monsieur Katina, vous croyez pourquoi? Moi j'ai déjà payé mes bouteilles de champagne, ils sont déjà là. J'attends la fête. Personne ne peut condamner Laurent Gbagbo. Je l'ai dit depuis 2010. Et sans le frère, personne ne peut le condamner. C'est moi qui vous l'ai dit. C'est moi qui vous l'ai dit. Vous pensez que la décision que le juge vient de prendre là, ils vont maintenir Gbagbo là-bas. Alors, je vais vous donner mon adresse. Il faudra m'envoyer quelques-unes de bouteilles de champagne. Allez-y, allez-y. Pour moi, oui. il n'y a aucun juge qui peut maintenir Gbagbo à la CPI. Ok. Aucun. Gbagbo se retrouve à la CPI seul, avec les documents de Bassounda. C'est Bassounda qui est en face des juges, qui a parlé seul. Pendant 8 ans, elle ne fait que parler. Elle est partie avec 3000 dossiers, 3000 feuilles pour accuser Gbagbo Laurent. Elle a fait partie 83 personnes. Pendant les 8 ans, là, ce sont eux qui ont bavardé pour nous faire perdre le temps pour rien. Dans les dits de Bassounda, dans les preuves de Bassounda et Alassane Dramane Ouattara, le juge a regardé. Il n'a même pas posé la question à Gbagbo pourquoi vous t'amenez ici. Il n'a pas posé la question à tous ceux qui sont accusés. Ils n'ont pas appelé les témoins de Gbagbo pour venir témoigner pour Gbagbo. Ils n'ont pas parlé des victimes de Gbagbo. Bassounda a parlé tout seul. On dit ce que tu es venu faire ici, ce n'est pas bon. Le monsieur n'a qu'à retourner. Et donc vous pensez que c'est de la cour d'appel, ils vont le mettre là-bas. Il n'aura rien, il va entrer chez lui. Okay. Donc nous, on n'a pas de souci à faire à notre niveau. D'accord. Le prochain chapitre et l'avant-dernier chapitre de notre causerie va porter sur 2020. Mais avant d'arriver là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pensez que le président Gbagbo est panafricain ou panafricaniste? Je ne sais pas quel est le terme exact à employer. Vous connaissez mieux que moi. Mais au regard des actions qu'il a posées lorsqu'il était à la tête de la Côte d'Ivoire, au regard des relations qu'il a eues avec les différents grands groupes et les groupes d'intérêt français, tels que les groupes Bouygues, Bolloré et autres, au regard des relations qu'il a eues avec le Parti socialiste et autres, est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo peut être considéré comme un panafricaniste et au regard des relations qu'il a eues aussi avec ses pairs africains et les pays africains qui l'entouraient? Je veux que vous donniez votre réponse à partir de faits concrets, d'exemples qui prouvent qu'il peut être considéré comme un panafricain ou panafricaniste. Okay. Avant de vous donner des exemples concrets, je voudrais vous dire d'abord que le président Laurent Gbagbo n'a pas le seul panafricain, il y en a beaucoup. Vous savez, le panafricanisme, le temps de Lumumba, le temps de Kwame Nkrumah, le temps de Beyanzin, le temps de Samori, toutes ces différentes générations-là, ça ne peut pas être la même chose que le panafricanisme d'aujourd'hui. Le panafricanisme de président Thomas Sankara, Maïna Sara, ne peut pas être le panafricanisme de Kémy Séba. C'est pour vous dire quoi? Ça ne peut pas être le panafricanisme de Kassoum Ouattara. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, un village planétaire. Le système de relations internationales existe et personne ne peut les nier. L'indépendance politique, économique et culturelle, quiconque s'élève et se bat pour ça
est un panafricain. Celui qui reconnaît que son pays n'a pas indépendant et qui veut mener un combat politique pour avoir ce qu'on appelle l'indépendance politique, économique et culturelle, cet homme est panafricain. À ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il y a plusieurs exemples qui démontrent qu'il est panafricain. Dans un premier temps, celui, une chose que les gens ne disent pas, qui a fait toutes les démarches, qui s'approchent du président Kadhafi, et tous les deux vont s'orienter vers une équatoriale. Si vous revendiquez la naissance d'une monnaie africaine, l'autonomie monétaire, on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas panafricain. Nous allons voir également que c'est le même président, Laurent Gbagbo, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, celui qui va mettre en cause les achats ou le contrat de pétrole entre la Côte d'Ivoire et la France. Ça a existé. Lorsque on a découvert le pétrole chez le Philippe Yassé, là, j'oublie le nom. Lorsqu'on a découvert le pétrole là-bas, c'est celui qui va imposer 50-50. Il n'a pas, et il a démontré ce qui existait déjà comme un contrat. Des choses qu'il ne veut pas, il veut changer les données. Ça veut dire que quelqu'un est arrivé au pouvoir, il découvre un système et il trouve que ce système empêche son État, son pays d'être indépendant. Dès le moment où il va contre ce système, il devient automatiquement panafricain. Le panafricanisme, ce n'est pas le fait de le dire, mais c'est de poser des actes. Et les actes qui permettent c'est-à-dire, ils n'ont fait un constat d'un système qui voit que c'est colonial et qui aille contre ce système est panafricain. Qu'il le sache ou pas, c'est un panafricain. Et puis, lisez les derniers livres du Baboulois. Et vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, moi je peux le payer pour l'expédier, monsieur. C'est un cadeau, parce que nous sommes en 2019, je devrais vous faire un cadeau, donc je le ferai ça comme un cadeau pour vous. Mais il y a le temps pour les lire tous parce que c'est très important. Vous verrez que l'homme est panafricain. Le panafricain, c'est celui qui ose dénoncer. C'est pas parce que le président Laurent Gbagbo a été arrêté et emprisonné qu'il dénonce la France. Il est dénoncé même qu'il est au pouvoir. Et il est dénoncé. Vous verrez l'homme au pouvoir, puis j'avais passé à le dire, il est au pouvoir et le système de combat, il est au pouvoir, mais il est comme un opposant. C'est un système, mais c'est le système français. C'est le système français. Donc, on ne peut pas dire que Gbagbo Laurent n'a pas un panafricain. Quand vous parlez de Bolloré, quand vous parlez de Bouilly, attendez, monsieur, j'ai dit les panafricains du XXIe siècle, on ne peut pas les faire comme auparavant. Est-ce qu'il fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas nous autres? Oui, toi, tu dis que tu es panafricain, pourquoi tu as gardé la nationalité européenne? J'attends, on le dit aussi à Kevin Seba. Mais ce que les gens ne comprennent pas, le panafricanisme n'exclut pas, ne chasse pas. C'est pas sectoral, ce n'est pas un système sectoral. Maintenant, ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je préfère vous dire, le gars, il est vraiment panafricain. Parce que dans son comportement, dans ses actes, vous pensez que quoi? S'il arrivait au pouvoir, il allait commencer à débrouiller. Bon, toi, tu n'as plus de contrat ici. Bon, toi, tu n'as plus de contrat ici. Et puis, il les chasse tous. Non. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le panafricanisme s'autorise à prendre ce qui est bon chez les Blancs, mais n'autorise pas les Blancs à prendre ce qui est bon chez les Noirs, enfin chez les Africains. Oh, je ne sais pas d'où vous sortez ça. C'est un syllogisme que je fais. Je veux dire, vous estimez que vous avez le droit de prendre la citoyenneté des Blancs, de prendre leurs costumes, de prendre leurs femmes blanches, de faire des enfants avec eux, de prendre leur boulot, de prendre leur diplôme, d'étudier leur langue, et voilà, et d'être chez eux. Voilà. Mais par contre, lorsqu'ils viennent chez vous prendre vos ressources minières, prendre votre argent, profiter de vous, profiter de vos muscles, profiter de vos enfants, là, c'est pas bon. Voilà, donc c'est ce que je dis. Est-ce que vous estimez que le fait qu'eux, ils viennent profiter de vous, c'est mauvais, mais quand vous allez profiter d'eux,
c'est bon. Est-ce que c'est celui-là? Si ce n'est pas celui-là, dites-moi finalement, c'est quoi? Parce que chacun tire profit de l'autre. Vous dénoncez, c'est bon, mais okay. Bon, voilà. Ok, Monsieur Katina, soyons sérieux, soyons sérieux. Nous sommes sérieux, nous sommes sérieux. Je pose des questions, c'est mon rôle. Soyons sérieux. Ouais. Ici, le panafricanisme n'a pas cette vision. C'est une logique, c'est une idéologie. En fait, moi, je n'ai pas pris les papiers, comme vous le dites, des Blancs. Les Blancs m'ont donné ce papier. Je n'ai pas porté le costume des Blancs. Le Blanc m'a fait porter son costume. Ah, M. Kassoum, le Blanc n'est pas là. Le Blanc n'est pas là à Bondoukou. Je vais vous expliquer. Ok, d'accord. Parce que le Blanc n'est pas allé vous chercher à Bondoukou pour vous donner ce papier et son costume. Je n'ai pas allé manger la nourriture. On me l'a obligé à me nourrir avec. Je n'ai pas forcé à apprendre la langue de quelqu'un. On m'a obligé à apprendre la langue. Monsieur Katinan, en un mot, lorsqu'on détruit les fondamentaux d'une société et qu'on l'adapte à une autre. Ah, ok, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, ok. Vous voulez dire lorsqu'ils sont venus. Sur le plan intellectuel, on me demande, depuis mes aïeux, on les a obligés à s'adapter à quelque chose. Qui m'a nourri, moi, et qui est en train de détruire ma pensée, ma façon d'être, moi. Et je dois suivre. Et je combats contre ça. Mais ça ne veut pas dire que je le fais volontairement. Quand on amène une société à s'habiller à sa façon, à manger à leur façon, à se soigner à leur façon. Si je tombe malade aujourd'hui, au lieu d'aller couper des feuilles pour me soigner, je préfère aller à la pharmacie parce que c'est ce qu'on m'a appris. Donc on ne peut pas me dire, c'est moi qui ai voulu. Mais par contre, je ne chasse aucun chez moi. Toute présence en Afrique qui peut permettre à l'Afrique de progresser, de s'améliorer, d'évoluer, de faire partie des continents qu'on appelle les continents les plus puissants de ce monde, n'importe quel panafricain adhère. Mais ceux qui viennent détruire nos sociétés et prendre nos matières premières pour aller monter leur société, c'est de ceux-là que nous combattons. Okay. Parce que quand vous êtes au Congo, la République démocratique du Congo, et que vous voyez que c'est le pays le plus riche de ce monde, et que tous les systèmes électroniques aujourd'hui, les matières premières viennent de ce pays. Mais ils n'ont même pas d'électricité. Quand vous êtes au Niger, c'est le plus grand producteur de l'uranium dans le monde. Mais ils n'ont pas d'électricité. Et tous les villages qui sont autour des mines où on exploite l'uranium, ils ont attrapé comme ça, ils sont en train de mourir un à un. C'est le combat de nos gouvernements. Ils sont pas incapables de le faire parce qu'ils sont dans un système. Il nous faut, nous, les Panafricains, de mener ce combat. Est-ce que nous faisons? Ça veut dire que si je... Pardon? Ça veut dire que si je vous comprends bien, une entreprise française qui vient en Afrique, qui dit au gouvernement, je vais exploiter votre uranium, qui fait tout dans les normes, qui soumet les papiers, qui paye les impôts, qui exploite l'uranium, qui soumet, qui paye les taxes correctement et qui prend son uranium, qui retourne exploiter, qui paye tout ce qu'il faut sans corrompre, sans tout. En principe, les Panafricains n'ont aucun problème avec ça. C'est ceux qui viennent, qui font de la corruption, qui prennent de l'argent pour corrompre les gouvernants et qui ne font pas profiter les populations locales, par exemple, et qui détruisent, qui pillent. Là, ça pose problème. Donc, chacun a le droit. Non. Ok, allez-y alors. Allez-y alors pour nous qui sommes... Notre idée est simple et claire. Et nous sommes clairs, on n'a jamais caché. Nous avons des intelligents en Afrique. Nous avons des intellectuels en Afrique. Nous avons des jeunes gens et des jeunes femmes en Afrique qui ont des projets de société solides et fiables. Lorsque eux, ils accepteront que nos sociétés puissent exister chez eux,
nous les accepterons, que leur société existe chez nous. Mais vous ne pouvez pas venir chez nous. Si vous allez exister, empêchez-nous d'exister de votre côté. Nous disons non. Quand vous verrez les États-Unis où vous vivez, M. Katina, ils se sont levés un matin, ils ont dit, nous ne voulons plus de produits chinois ici. Et c'est arrivé sur le régime Trump. Lendemain, qu'est-ce qui a été fait par les Chinois? Nous ne voulons pas de produits chinois américains ici. Et nous voulons également que les Américains nous payent de 8 000 milliards tout de suite. Cela veut dire quoi? Entre les relations des nations, il n'y a pas de l'amitié, il n'y a que des intérêts. Tant qu'eux, ils auront des intérêts chez nous, nous avons droit d'avoir des intérêts chez eux. Mais lorsque l'Afrique sera considérée comme de sous-hommes, on les met dans un système d'ignorance, on les sous-estime, on fait de tout ce qu'on ne fait pas attention à eux, ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents, ils savent ce que fait la guerre, ils savent même ce continent, mais je suis en Europe. Ça fait 31 ans. Il y a des coins, quand je rentre là-bas, je dis bonjour, on dit, mais tu sais parler le français? Il y a des coins, quand je rentre, je dis bonjour, en allemand, on dit, ah ben, tu parles allemand, où est-ce que tu as appris ça? Parce qu'on leur a fait comprendre que nous sommes des sous-hommes. Alors, tant que cette façon de foi restera dans leur tête et que nous considérons que nous sommes des sous-hommes, nous n'avons pas le droit d'exister chez eux, nous leur disons qu'ils n'ont pas le droit d'exister chez eux. Ok, mais juste une dernière question sur ce sujet. Je veux bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent comprendre, hein, qui veulent comprendre pour adhérer et qui veulent comprendre pour vraiment bien comprendre. Et votre position sur les échanges mondiaux, la mondialisation, la globalisation. Moi, je suis aux États-Unis. Ou bien je prends l'exemple de quelqu'un qui est en Europe, qui a fait des études. Nous ne sommes pas exilés comme vous, par exemple. Nous avons fait des études, nous avons des responsabilités ici. Pour certains même qui ont créé des entreprises, on n'a pas eu de problème, je dis. Et on a acquis des compétences. On n'est pas brimé forcément. Je dis, on n'est pas forcément brimé. OK? On n'est pas exilé pour dire qu'on nous a forcé à venir ici. Quelqu'un qui est ici et qui estime que, par exemple, il a des compétences, il est français, il est américain, et qui estime qu'il a des moyens et qui veut aller en Afrique, parce qu'en Afrique, par exemple, il y a le cacao. Il a les moyens, qui veut transformer le cacao et créer son entreprise. Il est français, hein, il est blanc, il n'est pas ivoirien et tout. Ça pose problème aux panafricanistes. Quel est le problème? Il n'est pas corrompu, il n'est pas voleur, rien. Il veut respecter les règles. Il est blanc et tout. Il a les moyens, il a les compétences, c'est un ingénieur. Et il sait comment transformer le cacao pour en faire du chocolat. Et il estime que il va embaucher des jeunes ivoiriens et tout. Il n'est pas voleur, il ne veut pas rentrer dans la corruption. En quoi est-ce que cela pose problème aux panafricanistes, par exemple, ou aux panafricains? Je ne veux pas que ça pose de problème. Je l'ai déjà expliqué cette question. Je n'ai pas bien compris. J'ai bien dit que lorsque nous existerons ailleurs, eux existeront chez nous. Monsieur, en un mot, pour que vous puissiez me comprendre, il y a ce qu'on appelle les accords bilatéraux entre la France et la Côte d'Ivoire et tous ces colonies francophones. Et nous voulons couper ces liens. Ces liens, tant que ce n'est pas coupé, nous n'évoluerons pas. Et ce qui nous amène, n'est-ce pas, à prendre parfois des décisions que les gens ne comprennent pas. Monsieur, le pays dans lequel vous vivez, c'est les États-Unis. Madame Laurent Gbagbo était là-bas, je pense que c'est une idée, je ne connais pas, qu'elle m'excuse, des choses que beaucoup ne savent pas. Elle a voulu acheter des tracteurs qui sont adaptés à notre paysage politique, à notre paysage ivoirien pour pouvoir travailler dans les plantations. Les Américains ont été prêts à livrer ces matériels à la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, ils ont bloqué parce que la France a mis ses deux. Il faut que elle paie ça à travers la France. Elle doit payer ça en France. Parce que c'est un État à un autre. Elle doit payer tous ces matériels-là en France pour que les Français les payent aux Américains pour que ça puisse aller à Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Et c'est des choses qu'on ne vous a pas dire ici. Nous, c'est des choses qu'on savait. Même si il ne vous a pas dit ça officiellement. Pourquoi? Est-ce que si un État un homme qui représente un État qui va dans un pays qui vient acheter des matériels, vous vous dites non, vous ne pouvez pas la vendre à cette femme-là. Elle doit venir ici d'abord payer ça avec nous pour que nous puissions payer ça avec vous. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ça l'esclavage, c'est ça la colonisation dont on parle. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème monétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ces accords-là qu'on appelle le droit de sol. Monsieur, la Côte d'Ivoire ne peut pas vendre son pétrole à un autre pays s'il passe pas. C'est ça qu'il faut que vous sachiez ça.
La Côte d'Ivoire ne peut pas vendre son cacao. Ah oui, il faut demander. Les gens monétaires, comment ça se passe? La Côte d'Ivoire ne peut pas prendre la décision elle-même pour dire, moi, je vais aller prendre mon produit ici. Mais c'est ça, tout ça qui a créé le problème à Bamako. Ce sont des accords qu'on n'a pas voulu respecter. Ne pas demander aux Gabonais. Ils ont le pétrole qui est partout. Ils sont en train de mourir de pauvreté. Congo, la République, le Congo Brazzaville, ça fait 10 mois, les fonctionnaires ne sont pas payés et le pétrole paye tout le temps. Mais ils n'ont qu'à aller payer. Ils n'ont qu'à aller vendre le pétrole à un autre pays. Ils vont attendre ça. C'est de ça qu'on parle, frère. Il y a une réalité quelque part. Il y a une réalité. Donc nous ne disons pas aux autres de ne pas venir chez nous. C'est loin d'être ça. Vous êtes aux États-Unis. Vous avez dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, vous avez le droit de faire tout. Mais je dis non. Peut-être que vous pensez, monsieur. C'est ce que vous pensez. Le système américain dont vous parlez là, on a vu comment il y a un système qui permet à une société, une classe bien spécifique, qui est avantageux à cette classe-là, où vous trouvez rarement un nègre. Alors, on ne peut pas me dire que là-bas tout est permis non plus. Parce que c'est aux États-Unis, j'ai vu l'Américain noir en train de mendier au bord de la route. Juste que les gens ne savent pas peut-être. Donc, on va me dire non, c'est parce qu'ils n'aiment pas travailler. Mais attendez, il y a un système. Il n'y a même pas longtemps que les choses commencent à se mettre en ordre. Aux États-Unis, combien de Noirs qui ont été condamnés à mort? On sait très bien qu'ils sont les innocents. Cette société est en train de se mettre sur le chemin. Ne pensez pas que tout est réglé aux États-Unis. Et ne pensez pas qu'il n'y a pas eu un problème avant qu'on arrive là où on est aujourd'hui aux États-Unis. Nous disons tout simplement, nous n'empêchons personne de venir vivre en Afrique. Nous n'empêchons personne de venir investir en Afrique. Moi, je travaille en Europe. Pourquoi je vais empêcher l'autre d'aller? Mais je dis, il faut que Kwadjo Ouattara Coulibaly qui est au nord là-bas. Comme Yapi, qui était un jeune actif qui avait cette connaissance dans la technologie. S'il avait eu cette possibilité d'avoir un peu en Côte d'Ivoire, s'il a l'intention de venir jusqu'ici, il faut le laisser venir. Mais on ne peut pas nous empêcher de traverser la frontière internationale, c'est-à-dire d'entrer dans l'histoire du monde. Et nous, le monde doit nous engloutir. On n'est pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Donc le problème, jusqu'ici, je ne sais pas. Le problème, c'est quoi? Vous voulez qu'on vous permette de partir en Europe librement et que les Européens soient permis de venir en Afrique librement, ou bien vous voulez que chacun reste chez lui pour que vous puissiez vous-même développer l'Afrique et que les Européens puissent développer l'Europe. Quel est le problème? Parce que jusqu'ici, je ne sais pas. Ma question était la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il faut le libre-échange ou bien vous pensez que... Non, oui. Je vais vous répondre. Si vous voulez faire vous voulez mettre vraiment du sérieux, si vous voulez faire un effort pour m'écouter, vous aurez pu me comprendre. J'ai dit, il y a des accords bilatéraux, nous refusons cet accord. Et c'est ça qui nous permet de s'exprimer comme ça. Non, les accords bilatéraux, ce n'est pas la question. Les accords bilatéraux sont deux pays. C'est ça? Vous parlez des accords entre la Côte d'Ivoire et la France. Non. Nous ne parlons pas au nom de la Côte d'Ivoire, nous parlons au nom de l'Afrique, en un mot. Bon, ça, ce n'est plus bilatéraux. Enfin, ce n'est plus bilatéral. Si vous dites bilatéral, c'est entre deux pays. Maintenant, vous voulez parler quoi? Entre l'Afrique et quoi? Et l'Europe? Ou bien l'Afrique et la France? Lorsque vous allez penser toujours à mettre ces frontières et donner l'importance comme vous le faites, l'Afrique n'avancera pas. Et dans notre discussion ce soir, on avait parlé de ça. On avait dit d'abord, il faut éviter ça. Et si vous voulez qu'on fasse, moi, en tout cas, à moins que vous ne voulez pas, parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit du problème de la Côte d'Ivoire, il faut que le Burkina vienne avec son armée, il faut que le Nigeria vienne avec son armée. Mais lorsqu'il s'agit des problèmes qui concernent les accords, comme les accords bilatéraux, si vous voulez, qui concernent l'armée française, quand on demande à la France d'intervenir au cas d'un problème, quand ils ne viennent pas, nous, on ne peut pas aller prendre les Ghana pour venir nous aider. C'est ça le problème. Et conflit quelque part. Maintenant, quand vous dites que nous disons, nous ne voulons pas que les autres viennent chez nous, nous, on ne dit pas ça. Ok. Nous disons que tout le monde peut venir chez nous. Ok. Quand moi, je veux ou pas, mais encore même, je peux empêcher quelqu'un. Mais le problème ici, que eux, là, ils sachent qu'en venant chez nous,
nous avons le droit d'aller chez eux. Monsieur Katina, regardez, vous êtes américain, monsieur Katina. Regardez comment vous voulez. Quand je dis vous voulez, je ne dis pas d'aller voler quelqu'un, mais je parle de vol. Vol par rapport aux avions, monsieur Katina. Hein? Vous êtes en Australie demain si vous voulez. Vous êtes en Sud-Afrique demain si vous voulez. Monsieur Katina, vous allez partout. Hein? Parce que vous avez un passeport prétentieux, hein? N'est-ce pas? Vous êtes les chefs de ce monde. Mais monsieur, mon cousin qui est en Afrique, là, vous pensez qu'il n'a pas vu aller aux États-Unis? Mais pourquoi ne peut pas aller là-bas? Quel est le problème? Dites-moi. Vous arrivez chez nous avec vos passeports bien prétentieux, vous n'avez même pas payé les visas. Et maintenant, quand moi je vais aller chez toi, vous dites mais pourquoi? Ce sont des choses, des éléments. Nous disons l'importance et la façon dont nous les recevons chez nous, c'est de la même façon que nous nous recevons chez eux. Est-ce que vous ne pensez pas que la raison est simple? La raison est simple. Je pense que la raison est simple. C'est quoi la raison? L'Américain qui va en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire estime qu'elle a besoin de lui parce qu'il vient avec une plus-value économique, financière. Non, je vais donner mon argument. C'est la Côte d'Ivoire qui estime qu'elle a besoin de lui parce qu'il vient avec une plus-value économique et financière. Non, je viens. Permettez-moi de poser mon argumentaire. Permettez-moi de poser mon argumentaire et puis vous allez. C'est la Côte d'Ivoire qui estime qu'elle a besoin de lui. Parce qu'un balayeur américain qui vient passer, par exemple, des vacances en Côte d'Ivoire, il vient avec 2 ou 3 millions sur lui. La Côte d'Ivoire estime qu'avec ces 2 ou 3 millions, il peut contribuer au développement de l'économie. Un balayeur ivoirien qui vient en vacances aux États-Unis, il vient avec quoi? Il vient avec 10 000 francs CFA. Il va peser même, il va peser sur l'économie, il va demander même qu'on l'aide parce que s'il tombe malade, il ne peut même pas payer un comprimé d'aspirine. Donc voilà, c'est une question de l'offre et de la demande ou de besoin. Donc si vous estimez que vous avez besoin d'eux, eux ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de vous. Peut-être que c'est ça le problème. Non, c'est selon votre question. Et c'est à travers votre question que je vous réponds, M. Katina. Je ne pense pas que tous ces Américains qui débarquent en Afrique, c'est l'Afrique qui a besoin d'eux. Et quand vous parlez de vacances, si vous voulez partir en vacances en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'on vous a demandé, c'est parce que vous estimez la Côte d'Ivoire est beau à vivre pendant vos périodes de vacances que vous allez. Personne ne vous a payé. Vous comprenez ça? Donc, on n'a pas besoin de vous. Personne n'a besoin de vous. Autant que vous venez chez nous, même si vous venez avec des millions, est-ce que vous pensez que vos millions, vous les distribuez au peuple ivoirien? Non, il faut qu'on arrête. Quand vous parlez, vous dites il faut de l'économie. Quelle économie? Vous savez combien de millions qu'un Africain doit payer pour aller aux États-Unis? Les billets d'avion, les prix de visa. Alors, quand un Américain quitte chez lui, il a encore de payer combien? Les 100 000 francs, c'est voilà. Les 100 euros là. Dans ce cas, posez des restrictions. C'est les 100 euros là qui fait l'économie ou bien vous parlez de... Non, dans ce cas, vous posez des restrictions. Par exemple, les Américains ne posent pas des restrictions aux Français. Moi, je ne suis pas africain, c'est Katina. Ok, donc ça veut dire que si vous venez au pouvoir, vous allez poser plus de restrictions aux Américains qui vont venir en vacances chez vous. Moi, je suis quelqu'un qui est en train de rire. Non, monsieur Ouattara, moi je pose les questions. Ça veut dire que si vous venez au pouvoir, vous allez poser encore plus de restrictions aux Américains qui vont venir en vacances chez vous. Parce que vous estimez que vous n'avez pas besoin d'eux. Nous, le pouvoir nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance de notre peuple. Ok, d'accord. Ok, on va passer à un autre chapitre. Je pense qu'on a, mais ça donne des idées. On comprend un peu mieux, je veux dire, le concept. Et je pense que c'est assez intéressant. Je pense que le prochain chapitre va porter sur 2020, monsieur Kassoum Ouattara. Bon, je pense qu'il ne faut pas prendre. Je vois les commentaires très acerbes sur le net. Les gens ne sont pas contents de mes questions. Mais je vis aux États-Unis et nous sommes un peu capitalistes. Et APDH, panafricain, c'est un peu l'opposé. Donc, il faut que les gens comprennent. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pour comprendre. On va parler un peu de 2020. Et je pense que ce sera une période très importante pour notre pays. Et je pense que les auditeurs ont besoin un peu de savoir quelle est votre position à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce que APDH peut apporter à la Côte d'Ivoire, surtout en termes de réconciliation. Et j'aimerais vous poser cette question-là. Quelles sont vos appréhensions? Est-ce que vous pensez que 2020, ça va bien se passer? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre pays? Nous, on ne peut pas prêcher le faux. Comme avant que je commence, je vous avais dit que
l'action panafricaine pour la dignité humaine ne prêche pas le faux. Nous ne menons pas une politique manipulatrice. Donc, on dit les choses telles qu'elles sont. Nous pensons que ça serait mieux en 2020 qu'aujourd'hui. C'est l'espoir qu'on a. Mais voyant le système d'Alassane Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire, ça nous fait peur. Peur, pas parce qu'on peur de son régime, parce qu'on a peur de mener la politique que nous menons contre son régime. Mais on a peur dans leur système qu'il y a d'autres violences en Côte d'Ivoire. Monsieur, vous voyez, le président Laurent Gbagbo était candidat en 2010 avec Alassane Dramane Ouattara, le président Ali Kona Bédié et d'autres personnes. Le président Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo se retrouvent au deuxième tour. Il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. En 2015, donc en 2010, 2011, cette guerre, c'est parce que le président Ouattara était dans les élections. En 2015, Ouattara était seul. Parce que mon ami Kakabe et les autres, on ne peut pas les appeler comme des opposants puissants sur ce régime. Donc, il y avait RHDP qui est là, qui s'opposait à... C'était candidat, je peux dire, candidature unique. Le RHDP, c'était candidat unique, en fait, dans ces élections. Et rien ne s'est passé en 2015. Ni élection législative, ni présidentielle. Mais élection municipale en 2019. Regardez la mort. Regardez le mort. Parce que le PDC s'est dissocié du RDR. Bon. Tant que vous n'êtes pas d'accord de faire la politique des RDR, il faut que vous mourrez. Et ce sont eux qui accusent les autres d'être des victimes. C'est cette manipulation qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer ça. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, est-ce que le mort qu'il y a eu ces élections municipales, des députés arrêtés, emprisonnés, après les élections, les communes qui sont occupées par l'opposition, je veux dire, le PDCI, on a même des préfets dans ces communes-là. Mais quelle est cette politique? On dirige un pays selon sa constitution. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et on voit encore il y a des morts. Aujourd'hui, c'est des menaces. Quand vous attendez Ahmed Bakayoko qui dit 2020 est bouclé, scellé, noué. Ils savent que c'est scellé, noué, machin. Mais pourquoi ils organisent les élections? Pourquoi? Si vous savez déjà que vous avez tout attaché comme un gris-gris, mais pourquoi vous nous appelez d'aller aux élections? Et c'est cette façon de manipuler les gens qu'il faut éviter. Parce que ces genre de choses, quand vous le faites, il y aura toujours des morts. Or, depuis 2010, la guerre qu'il y a eu, nous sommes en 2018. Nous avons encore les séquelles de cette guerre. Il y a un homme comme le président Laurent Gbagbo en prison, de Michel Doudé en prison, et depuis ce temps-là, il y a encore des gens en prison à la Maca. On ne cherche pas de solutions à ça, on tient des propos guerriers, et puis en même temps, on veut la paix. Quand vous avez le porte-parole de RDR, qui disait il y a un mois de cela, si Laurent Gbagbo est libéré, il n'a qu'à rentrer chez lui. Il peut rentrer chez lui. Depuis hier, il dit le contraire. Si Laurent Gbagbo est libéré, il faut qu'il essaie de discuter avec le pouvoir Ouattara. Mais pourquoi? Gbagbo Laurent ivoirien. Est-ce qu'il a besoin de demander l'avis de quelqu'un? Vous l'accusez de crimes. Vous l'amenez devant une justice internationale. Et s'il est acquitté, pourquoi? C'est sur quoi il doit négocier avec Ouattara? La Côte d'Ivoire n'a pas eu une clé et que Ouattara est le propriétaire parce qu'il est le président. C'est lui qui ouvre la clé, la porte à qui il veut et qui ferme à qui il veut. 2020, pour nous, il faut éduquer ces peuples. Et c'est ça le travail d'Action panafricaine pour la dignité humaine. Il faut éviter de suivre des politiciens qui vont nous manipuler pour concentrer tout. Parce que bientôt, ça sera encore deux autres phrases qui vont sortir, ethnie, région, religion. On a vu pendant les élections municipales, on a vu des gens qui se promenaient, qui disaient en Côte d'Ivoire, ce sont nos parents du Nord là qui leur donnent des forces, qui leur donnent la force de tenir ces propos-là. Mais quand il dit nos parents du Nord, ça veut dire qu'ils considèrent toujours que le pouvoir de Ouattara est un pouvoir du Nord. Mais tant qu'ils vont considérer ça de cette façon, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Il n'aura jamais la paix en Côte d'Ivoire.
tant qu'ils vont revendiquer, eux, c'est un pouvoir du Nord, et qu'ils vont diriger tout le reste de la côte, ça ne marchera pas, frère. Je peux pour l'année 2020. Parce que depuis la guerre de 2010, je n'ai rien vu comme des actes positifs posés pour que M. Ouattara, c'est-à-dire les actes concrets de M. Ouattara pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Peut-être moi, je ne sais pas. À moins qu'on m'apprend parce que je n'ai rien vu. Je vois la guérilla. Ouattara dit, lui, il y a la paix, il y a la réconciliation. Voilà comment il s'est toujours exprimé jusqu'à aujourd'hui. Mais tout le monde entier voit cette violence. Tout le monde entier voit cette société ivoirienne, la manière que nous sommes divisés, la manière qu'on se regarde en chaîne de faïence. Tout le monde voit comment les gens sont frustrés. Les gens qui sont radiés dans l'administration tous les jours. Comment on peut nous dire à la paix? Qu'est-ce que Ouattara préconise ici 2020? Réconciliation ou guerre? Personne ne sait. Nous, disons aujourd'hui, ça revient à l'opposition ivoirienne de faire un travail. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place une plateforme. Cette plateforme, il y a plein d'essais dedans. Il y a le RPI dedans. Il y a le COGEP dedans. Il y a la société civile dedans. Il y a tous les mouvements politiques que nous connaissons qui sont dedans. Dans cette plateforme, c'est pour dire à nos parents, si Ouattara ne peut pas nous réconcilier, nous-mêmes là, qu'on se réconcilie. On ne peut pas continuer à mourir pour un pouvoir où on ne voit pas les actes crédibles, où on ne voit pas les résultats de ce pouvoir. Nous ne pouvons pas toujours continuer à mourir. Donc nous disons qu'il faut qu'on enterre l'âge de guerre entre nous, essayer d'avoir des paroles. Il faut qu'on s'approche des uns des autres. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on arrive à mettre des pliés pour nous-mêmes, des pliés politiques pour 2020. Parce que si on reste là, séparés, se référer dans les ethnies, religions, en 2020, c'est la même chose qu'ils vont utiliser encore pour nous amener la guerre. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé à Bassam, qu'est-ce qui s'est passé à Bassam? Il y a des morts. Au nord, il y a des morts. Il y a des morts. Partout, il y a des morts. Donc, nous disons qu'il faut mettre fin à ça. Donc, 2020, nous, on a peur. On a peur parce qu'on ne voit pas le franchir de Ouattara. Et à votre niveau, au niveau de l'APDH, est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous comptez mener ou que vous pouvez mener pour éviter cela ou pour contribuer à la réconciliation ou pour éviter la crise en 2020? Mais justement, c'est notre mission. Notre mission aujourd'hui, c'est d'éviter, c'est de dire à la jeunesse ivoirienne et de dire à tout le monde d'éviter les paroles de bien. C'est de faire de la politique. Vous savez, au début, nous avons une vision et nous avons nos façons de fonctionner, nous avons nos manières de faire. Mais c'était à l'époque dénoncer ce qui a été dit sur le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est la presse internationale qui l'a sali. Et partout, c'était quelqu'un qu'on voyait comme un homme sale. Alors, il fallait tout de suite nettoyer l'image de l'homme. Ça nous a donné un autre caractère, une autre manière de fonctionner. Et nous, comme je l'ai dit, nous savons que l'homme sera libéré très bientôt. Nous commençons déjà à changer notre façon et notre manière de faire. C'est-à-dire que la façon dont nous avons fonctionné au passé, ça c'est défendre et laver l'image des noms. Nous avons fini cela puisque nous avons gagné notre combat. Aujourd'hui, il faut ramener le peuple à se réconcilier. Parce que c'est la seule chose qu'on est en train de faire. Le faisant, c'est de s'approcher de nos frères que nous faisons hier. C'est de discuter avec nos frères que nous avons refusé de discuter avec hier. C'est de faire de telle sorte que la réconciliation vraie, n'est-ce pas, c'est comme je l'avais dit au départ quand on avait commencé, enseigne aussi et explique aussi d'éviter des histoires d'ethnie et de régions. Et de se mettre ensemble. Déjà, quand vous trouvez avec quelqu'un qui est de PDCI,
Quand vous trouvez dans un milieu où la personne est du FPI, quand vous vous trouvez dans un milieu où les gens sont des COGEP, déjà, c'est une réconciliation parce qu'il y a quelques mois de cela, qui peut imaginer ça? Nous tous, on se regardait en chaîne de défaillance. Il suffit même de serrer la main de quelqu'un, c'est un problème. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une plateforme pour nous tous, dont on discute. Moi, je pense que le travail déjà a commencé et ça, la PDACI est prête à contribuer pour ça. Et ça, c'est d'abord même, ça fait partie de nos programmes. Nous, c'était d'abord aller au pays et expliquer aux gens d'éviter de parler des ethnies et de s'approcher de nos frères. Que tu sois musulman, chrétien, doula, nous sommes tous les mêmes. Et ce qui nous arrive, c'est la politique. Et tant qu'on ne se réconcilie pas et d'apprendre envers les uns et les autres, ils continueront toujours de nous manipuler. Donc, il faut ramener cette société-là à comprendre des choses à éviter avant 2020. Donc, nous, c'est notre devoir de dire aux Ivoiriens de se réconcilier, de dire aux Ivoiriens, le musulman, celui que tu ne veux pas manger hier, quand il est trop tôt le matin, va lui dire, cousin, moi, je suis venu déjeuner aujourd'hui. Il ne va pas te chasser. Alors, voilà, donc, justement, parlons de réconciliation. Je vous donne l'occasion tout à l'heure de donner votre commentaire, votre analyse sur le bilan du régime Ouattara. Mais parlons de réconciliation. La réconciliation passe par les concessions. Et si, et ce n'est pas une question piège, hein, mais si le président Ouattara, justement pour la réconciliation, vous demandait à vous, M. Kassoum Ouattara, de rentrer au pays et de vous mettre à sa disposition. Vous, par rapport au travail que vous faites et de travailler dans son gouvernement, lui, le président Ouattara, je ne dis pas le président Gbagbo, le président Ouattara, à l'heure actuelle, vous acceptez ou vous refusez? Monsieur Katina, vous savez, quand vous dites que ce n'est pas une question piège, mais ce n'est pas grave, Kassoum Ouattara a toujours été prêt pour n'importe quelle question, vous savez. Mais je vais vous dire, moi, Kassoum, si le président Ouattara demande aujourd'hui que je rentre en Côte d'Ivoire, qu'on travaille pour la réconciliation vraie des Ivoiriens, pour être sincère avec le peuple de la Côte d'Ivoire, pour éviter la guerre, pour que les élections soient bien organisées et d'une façon crédible, Kassoum rentre. Mais me demander d'aller travailler au gouvernement de Ouattara, moi je suis panafricain. Comment je peux travailler avec un gars pareil? Ce ne sont pas des partis politiques où les idéologies s'opposent. Ici, c'est une philosophie de pensée. Donc, je ne peux pas travailler avec lui. Je ne peux pas travailler dans le gouvernement de Ouattara en tant que panafricain, ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas me donner le conseil de jouer un rôle France-Afrique, je ne le ferai pas. Donc, ce que je peux faire avec le gouvernement de Ouattara, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire et contribuer pour qu'il y ait la réconciliation. S'il s'agit de ça, il n'y a pas de problème, monsieur Katina. Si c'est pour qu'on mette des mécanismes pour que ça soit crédible, démocratique pour les élections de 2020, je peux entrer, monsieur Katina. Si on me permet de donner mon point de vue, comme je l'ai toujours dit, balayer la tête tout de suite. Parce que c'est ce qui a créé tout le problème. Revoyons la liste, le découpage électoral. L'enrôlement, il faut qu'on essaie de voir, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Je peux entrer pour jouer ce rôle. Mais on ne peut pas me demander d'aller jouer un rôle où je vais aller, mon point de vue, ma manière de voir les choses seront compliquées. Je ne peux pas le faire. Okay. Sinon, je ne suis pas contre le président Ouattara. Mais ce n'est pas seulement le président Ouattara, il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent travailler avec eux. Lorsque vous n'êtes pas dans le système de l'indépendance politique, économique, culturelle, moi je ne suis pas là. Nous estimons que c'est compliqué. C'est une question de croyance et d'idéologie. Je peux être peut-être, vous pouvez ne pas croire à ce que je dis, mais moi j'estime qu'il y a un combat d'urgence sur la Côte d'Ivoire, à ce qui concerne notre indépendance, que d'aller commencer à courir derrière un pouvoir en fait. Okay. Avant-dernière question, M. Kassoum Ouattara. C'est à propos du bilan du régime Ouattara. Je pense que c'est une question très importante. C'est vrai que c'est une question politique, mais ça peut être l'occasion pour vous d'en faire un bilan sur le plan de l'action panafricaine, pourquoi pas. Mais quel est votre bilan? Quel bilan vous faites du président Ouattara et de son régime depuis son accession au pouvoir?
est-ce que c'est à nous de le dire? Tout le monde sait que, vous savez, même le RDS, le président Ouattara, ce qu'il a fait un échec. Le président Ouattara lui-même, il le sait. Il a fait un échec. Cet échec est catastrophique. Et je m'explique, M. Cadnan, vous savez, un parti politique est fondé sur des idées. Donc, c'est une idéologie. C'est à travers vos idées, vous faites votre programme de société. Mais dès le moment qu'on a une idéologie sur laquelle on a bâti un parti politique, on a créé un parti politique, on s'est battu pour arriver au pouvoir par les idéaux de ce parti. Mais lorsqu'on arrive là, 10 ans après, on dit non, il faut qu'on quitte de ce parti-là et puis on va aller créer une autre. Mais c'est parce que vous savez que vous avez fait un échec, sinon on ne change jamais une équipe qui gagne. C'est parce que l'image RDR est sale. C'est parce que l'image RDR, c'est parce que le RDR ne se trouve pas. Vous voyez le PDCI qui veut se détruire pour aller créer une plateforme pour créer notre parti. Tu vas aller regarder les cadres des PDCI et les FPI. Comment vous allez les regarder pour les dire ça? Détruisez le FPI, sortons de tous les mêmes acteurs. Parce qu'un parti politique existe à travers les chefs qui sont. Donc, c'est le nom, c'est les locaux, c'est les doctrines, ça veut dire c'est un échec. Et vous demandez à ces gens-là de retrouvons-nous quelque part d'autre et créer quelque chose d'autre. Soit-disant, au fouettisme. Mais c'est au fouettisme dont il parle. Au fond lui-même, là, il a pris un bic, il a écrit ses propres idées. Il a pris un bic, il a écrit ses doctrines, il a déposé là une PDCI RDA. Si le RDA ne peut pas entrer dans ça, et qu'il veut qu'on casse les PDCI pour aller créer une autre truc qu'ils vont appeler au fouettisme, c'est sur quoi ils se basent pour dire que ce sont le fouettisme. Quels sont les éléments? Qui peut nous les démontrer? C'est pour vous dire, le RDA a fait un échec. Le chèque, c'est quoi? Lorsque vous faites la guerre et que vous arrivez au pouvoir, la première des choses que vous devrez faire, c'est que priorité, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. C'est ça qui est prioritaire. Quand vous arrivez au pouvoir, la première des choses que vous faites, c'est la réconciliation, puisque vous êtes arrivé par la guerre. M. Ouattara n'a pas fait ça. M. Ouattara a fait la politique blanc. C'est comme chez vous là-bas aux États-Unis, les rappeurs, vous les voyez avec des bijoux de gros manchettes partout qui brillent. Mais parfois, mais ils n'ont rien là. C'est ce que Ouattara est en train de faire. J'ai fait un pont. Vous voyez ça là-bas? Et je viens de faire une route. Attendez, une route en biscuit. Il pleut ou pas. On ne peut pas se faire ça pour dire qu'on a fait quelque chose. Et on ne bâtit pas une nation à travers des routes. On bâtit une nation à travers des lois. Tant que vous n'avez pas des institutions crédibles et fiables, quel que soit ce que vous allez réaliser, ce n'est rien. Il faut avoir une fondation pour une nation. Quelle est la fondation? Les routes qui commencent à se gâter déjà, ils n'ont même pas les moyens pour les remplacer. Alors, il faut reconnaître que M. Ouattara a fait un échec. Il a fait un échec parce que son pouvoir, c'est un pouvoir des clans. M. Ouattara a passé tout son temps à crier sur tous les toits lorsqu'il était opposant. Il a dit au monde entier qu'ils l'ont exclu. Parce que lui, il vient du Nord. Ils l'ont exclu. Parce qu'il est musulman. Mais quand vous venez au pouvoir, c'est que vous reprochez aux autres. C'est que vous avez combattu. D'après vous, si vous êtes vraiment de quelqu'un qui est au sérieux dans la politique, les faits que vous reprochez aux autres. Quand vous avez l'occasion d'avoir le pouvoir, qu'est-ce que vous faites? C'est de les réparer. Mais qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Il a fait un pouvoir ethnique. Et il est dit de sa propre bouche à la presse internationale. C'est un rattrapage ethnique. Donc, quel était le combat qu'il menait quand il était opposant alors? M. Ouattara a fait un échec complètement, politiquement. Il le sait. On ne peut pas dire, je vais arriver au pouvoir, je serai la solution de vos problèmes. Parce qu'on nous dit, nous ne sommes pas un. Or, nous sommes un. Ils nous divisent. Comme moi, je suis musulman, je suis du Nord. Voici ce qu'on dit de moi.
Lui, il arrive, allez-y voir le pouvoir de Ouattara, regardez son ministère, ils sont tous là. Et regardez, dans l'administration nationale, des grandes sociétés, tous les responsables, ils sont tous là. Les directeurs, ils sont tous là. Toi-même, je pense qu'à la présidence, même le QG aussi, tout le monde parlait, tout le monde serait là. L'armée est là. Monsieur, regardez les RHDP qui étaient son alliés hier. Hier, ils étaient alliés. Aujourd'hui, ils sont plus alliés. Ils les arrêtent, ils les mettent en prison. Ils les chassent dans l'administration. Soro Diom, qui a été l'un des jeunes qui a milité à la FESI, qui ont une génération Kakabé, Soro Diom et Charles de Goudin. Lui, là, il l'a utilisé pour faire des armes. Il l'a utilisé sur le plan militaire pour une rébellion. Aujourd'hui, allez-y voir ce qu'on lui montre. On arrête ces hommes, il y en a même qu'on enlève. À un moment donné, ça, c'est des histoires qu'on n'a jamais vécues en Côte d'Ivoire. Donc, le pouvoir de Ouattara a fait un échec catastrophique. La Côte d'Ivoire est étonnée, les gens sont étonnés, ils sont effrayés, ils sont dépassés. On ne s'attendait pas à ça. On sait que Ouattara ne pourra pas bâtir la Côte d'Ivoire parce qu'on sait, quand même, ces gens de personnes, quand ils viennent, ils savent sur ce point se base. Hein? Ouais, j'ai fait ceci, j'étais FMI, machin. Bon, ben, on sait que c'est des gens qui font toujours des échecs. Donc, on ne savait pas que Ouattara pouvait faire quel échec. L'échec de Ouattara, c'est catastrophique, on ne savait pas. Donc, pour nous, M. Ouattara a fait un échec. Alors, il faut que, il n'y a plus de débat sur ce plan-là, à moins qu'on vienne nous dire exactement les actes que Ouattara a posés. C'est pour venir nous dire que le chômage ivoirien est égal à la Suisse. Messieurs Katina, entre toi et moi, franchement, pour dire ça là, c'est pour insulter les Ivoiriens, mais ils le disent. Bientôt, peut-être qu'ils vont dire que c'est comparable au chômage du Luxembourg, je ne sais pas. Mais il faut dire que c'est des gens qui ont fait un échec en tout cas. Ok. Alors, après le bilan que vous venez de faire, est-ce que vous pensez que la